tous, je suis Jérôme Billet, donc je suis le délégué général de France Innovation. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'EIC Accelerator et l'EIC Step Scale-up dans sa version 2026 qui vous attend. Et de suite, je change de casquette puisque je fais également point de contact national EIC Accelerator et EIC Step Scale-up. Et je ne suis pas tout seul pour ce webinaire. Je vais laisser la parole à Gorka et Carole pour qu'ils se présentent. Bonjour tout le monde, donc Gorka Gorazureta, je m'occupe de la coordination du point de contact national EIC Accelerator et EIC Step Scale-up. Vous voyez une partie de l'équipe ne pourront pas être présents, Emilio et Gilles, donc ne soyez pas surpris de ne pas les voir, et Christian doit peut-être se joindre à nous, mais je vais laisser la parole à Carole qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous, donc Carole Miranda, je suis point de contact national IIC Accelerator et IIC Step Scale-up et je dirige également le service Europe de l'ANRT. Avant d'entrer dans le vif du sujet, par défaut, vos micros ainsi que webcams sont coupés. Ce sera le cas sur l'intégralité de la session puisque vous êtes assez nombreux et on est ravis. Sachez que le webinaire est enregistré, ce qui veut dire qu'au cours de la journée, vous allez recevoir un email avec le lien vers le support de présentation ainsi qu'un lien vers le replay. Attention, l'email peut se glisser dans vos courriers indésirables, donc méfiance, regardez avant de nous contacter si ça n'apparaît pas dans vos courriers indésirables. Alors, l'EIC Accelerator et l'EIC Step Scale-up qui feront l'objet de cette présentation aujourd'hui et dans le cadre du programme Horizon Europe. Le programme Horizon Europe couvre la période 2021-2027 inclus. C'est plus de 90 milliards d'euros de budget. Alors, il y a une partie qui a été largement consommée et engagée. Néanmoins, il reste encore de l'argent. C'est l'objet du webinaire sur la présentation de l'EIC Accelerator et l'EIC Step Scale-up version 2026. Et ces deux instruments-là se trouvent au sein du Conseil européen de l'innovation. Vous allez voir Conseil européen de l'innovation, c'est aussi European Innovation Council dans sa version anglaise. Donc, on va naviguer entre EIC et Conseil européen de l'innovation, ne soyez pas surpris par rapport à ça. Sachez que dans cette construction du programme Horizon Europe, donc il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier 1 qui relève plutôt de la recherche très amont. Néanmoins, il y a quand même des opportunités sur les actions Marie Curie, notamment pour tout ce qui est mobilité des chercheurs, et les entreprises peuvent très bien faire de l'accueil de chercheurs. Le pilier 2 qui concentre la majorité du budget, c'est tout ce qui est projet collaboratif thématique, donc c'est ce qu'on appelle les clusters, c'est les différents bullet points que vous avez à l'écran. Sachez qu'on a nos homologues, donc points de contact nationaux, sur chacune des thématiques que vous avez à l'écran. Donc, Horizon Europe, c'est les différents piliers que j'ai évoqués. Puis, effectivement, il y a ce pilier transversal donc, qui est couché. Donc, un pilier couché, est-ce que c'est vraiment un pilier? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est transversal. Il est appelé comme ça. Alors, le Conseil européen de l'innovation, il y a des nouveautés dès 2026. Sachez qu'on ne va pas traiter tout en détail. L'EIC Pathfinder, EIC Transition et une nouveauté qui est EIC Advanced Innovation Challenges ont été traités lors d'un webinaire mardi, si je ne me trompe pas. Et ce qu'on pourra faire, c'est vous envoyer le lien vers le replay. Et également, sachez que l'EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Advanced Innovation Challenges, ce n'est pas nous, ce n'est pas la même équipe, puisqu'il y a des points de contact nationaux qui sont dédiés sur ces trois instruments. C'est les mêmes équipes pour les trois instruments. Donc, s'il y a des questions qui sont relatives à ces instruments-là, c'est avec eux qu'il faut avoir directement, c'est plus simple. Et ce qui va déterminer, ou en tout cas des éléments de discrimination entre ces différents instruments, typiquement, c'est la notion de TRL. Pathfinder, on est TRL 1 à 3-4. EIC Transition, c'est pour des projets de maturation de résultats issus de projets européens antérieurs. Et là, on est sur 3-4 à 5-6 et EIC Advanced Innovation Challenges. Donc, c'est un peu la nouveauté. C'est pas un peu, c'est la nouveauté sur ces niveaux de TRL, TRL 4 à 6-7, où il y a différentes étapes. Il y a une étape 1 de démonstration de la faisabilité technique, étape 2 réalisation de tests utilisateurs. Et qui dit challenge dit thématique. Donc, c'est des projets qui sont top-down. Et si je ne me trompe pas, il y a quelque chose qui est sur l'IA et également des nouvelles approches pour tout ce qui est test de médicaments. Méfiance par rapport à ce que je viens de dire, mais je crois que c'est bien ça. Et l'EIC Accelerator et l'EIC Step Scale-up, ce qui va nous concerner aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. En 2026, ce qui est prévu, c'est 634 millions d'euros de budget. On va le voir, ça se ventile entre les appels à projets dits open, donc il n'y a pas de logique de hors-sujet. On peut être en dehors du périmètre de ce qu'attend l'EIC Accelerator, par contre, on ne peut pas être hors-sujet sur les thématiques proposées, et les appels à projets challenge, donc chacun a des lignes budgétaires. Néanmoins, il peut y avoir de la ventilation budgétaire un peu, qui peut varier au cours de l'année. On est de TRL 6 à TRL 8-9. Alors, pourquoi déjà le TRL 6, pourquoi on le spécifie? C'est en gros, pour le dire autrement, pour être éligible à l'EIC Accelerator, il faut que ma technologie ait déjà dépassé le TRL 5.
Donc, je suis à TRL 6 à minima. Ça ne veut pas dire que si je suis à TRL 7, je ne peux pas candidater. D'accord? Donc, ça, c'est un premier point. Il faut à minima que je démontre d'être au début de TRL 6, voire un peu plus, bien entendu. Et pourquoi 8-9? C'est parce qu'en fait, il y a une frontière entre 8 et 9. C'est le volet subvention pour couvrir des activités qui va de TRL 6 à TRL 8 inclus. En revanche, dès lors que j'ai franchi, dès lors que je suis au TRL 9, ça ne peut pas être le volet subvention qui prend le relais, ça peut être d'autres types de mécanismes, dont le financement equity, puisque le IC Accelerator est construit autour de son notion de blended, même s'il y a des variations, enfin des possibilités autres que cette notion de blended, mais la majorité des candidats et des lauréats à l'EIC Accelerator sont en blended, c'est-à-dire un mix entre la subvention, qui peut aller jusqu'à 70% de l'assiette et jusqu'à 2,5 millions d'euros. Et si je dis mix, c'est subvention plus investissement. Et là, il y a une première nouveauté. Ça va de 1, avant on était de 0,5 à 10 millions d'euros. Et on le précise, je crois, après, mais je préfère le dire, quitte à le redire, le IC Fund, qui est le vecteur d'investissement, n'a pas vocation à être lead investor du tour de table en question. C'est un tour suiveur. C'est un investisseur suiveur. Et là, ça s'adresse, c'est bien des dispositifs monodéposants, donc il y a une seule entreprise qui porte le projet, et on parle bien de PME start-up, et sur le volet equity only, ça peut être PME jusqu'à 500 collaborateurs. Et le IC Step Scale-up, c'est l'après, quelque part, en règle générale, en tout cas, c'est annoncé comme ça. C'est des levées de fonds qui sont beaucoup plus importantes, puisque ça va le IC Fund qui peut intervenir sur des tickets qui vont de 10 à 30 millions d'euros. Et donc, c'est sur des tours de table qui vont entre 30/50, on pourrait y revenir un peu plus tard, jusqu'à 150 millions d'euros. Donc voilà, on sait quand même des gros tours de table, donc c'est plutôt des vrais projets scale-up et le nom n'est pas anodin. Et il n'y a pas de notion de TRL, contrairement à l'EIC Accelerator. Il y a également le IC Préaccélérateur. Alors, tout simplement, pourquoi on indique ça? C'est juste pour vous rappeler que l'appel à projet est clôturé depuis, je crois, 2-3 jours. Je crois que c'est le 18 novembre. Donc ça, c'est clôturé et que nous ne sommes pas les points de contact sur le IC Préaccélérateur. Ils sont affichés à l'écran avec une particularité qui est très forte sur le IC Préaccélérateur. C'est que ça ne concerne que des zones widening. Donc pour la France, c'est les zones qui sont indiquées en rouge. Et d'ores et déjà, on peut vous dire qu'il n'y aura pas d'appel à projet EIC Préaccélérateur en 2026. Il pourrait y avoir une reprise en 2027 après l'évaluation des résultats de l'appel à projet 2025. Là où il peut y avoir des changements, les choses ne sont pas totalement figées, c'est tout ce qui est projet dual, donc du civil et de la défense, aussi bien pour le EIC Accelerator que le EIC Step Scale Up. Donc, il y a la possibilité d'avoir une adoption de la directive Omnibus Défense. Et donc, s'il y a un amendement, ça voudrait dire, du programme de travail EIC, ça voudrait dire que tout type de financement sera possible pour des projets dual. Et sur le volet de défense, ça serait que de l'investissement et non pas cette notion de blended, subvention et equity. L'EIC Accélérateur, donc ça a été dit précédemment, mais je le rappelle, c'est une subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros, qui n'est pas conditionnée à des fonds propres si on fait le parallèle avec des aides nationales. Et en règle générale, il y a un volet investissement qui peut se faire d'ailleurs en décalé, ce n'est pas forcément les deux en même temps. Par contre, quand je candidate, je choisis soit de subvention, qu'on appelle compte en lit, soit du blended, soit la partie equity only. Et au-delà de cette notion de financement, lorsque je suis lauréat, il y a également des services d'accompagnement sur lesquels on peut avoir des retours qui ne sont pas inintéressants de la part de lauréats français sur la possibilité de participer à des salons internationaux à des conditions assez avantageuses. Il y a accès à des réseaux d'investisseurs. Il y a des journées de rencontres avec des grands groupes et il y a également un volet coaching qui est mis à disposition. Pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite sur… Voilà. Donc, je l'ai dit précédemment, mais je le rappelle, il y a un guide de l'utilisateur pour la définition PME. Donc, qu'est-ce qu'une PME? Ce qu'il faut distinguer, notamment, c'est l'actionnariat, bien entendu, au-delà de la partie effectif. La possibilité pour des entreprises de plus de 500 employés également de candidater sous conditions. On le répète, puisque ça, c'était un changement sur les dernières années, on est à TRL 6 à minima. Et d'autre part, nombre limite de candidatures, c'est-à-dire que si après 3 rejets, vous n'avez plus la possibilité de candidater à l'EIC Accelerator. Donc là, on attaque 2026. Donc, cette limite, de toute manière, va être de moins en moins limitante puisqu'on va arriver en fin de programmation.
mais il faut le prendre en considération, c'est que nous, on part du principe qu'il vaut mieux candidater dès lors qu'on anticipe le temps nécessaire à la candidature. Ça, c'est un premier point. Et est-ce que ce temps nécessaire à la candidature m'amène à la bonne fenêtre de tir en termes de financement et de besoins en matière de financement? Il y a une vigilance à avoir sur l'éligibilité, notamment sur les sociétés qui sont cotées, sur le volet sécurité économique et sur le volet holding. On insiste là-dessus. Il est impossible pour l'EIC Fund d'investir dans des holdings qui sont basés dans d'autres pays de la zone euro, donc ça, enfin de l'Union, pardon. Donc faites attention à ça. Si vous avez peut-être une entreprise française avec un barycentre français, néanmoins vous avez une holding américaine, ça coincera, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, point de vigilance par rapport à ça, et on commence à avoir quelques cas, et donc un retour d'expérience là-dessus. Gorka, il y a juste un point, juste pour savoir quand est-ce que on fait la bascule, j'ai un doute, parce que je vois pas, je crois que c'est celle-ci. Voilà. Donc là, on va mettre des faisceaux d'indices sur la pertinence et dans quelle mesure votre candidature peut coller aux attentes de l'EIC Accelerator. On l'a pas dit, j'ai pas dit le mot jusqu'à présent, mais on parle bien de deep tech. C'est rarement défini en tant que tel, donc on va mettre plutôt des faisceaux d'indices. En règle générale, les entreprises qui sont lauréats de l'EIC Accelerator, elles ont des liens très forts ou sont issues de la recherche académique ou privée. C'est-à-dire qu'il y a un contenu en termes du point de vue scientifique qui est très, très important. Et en règle générale, c'est associé à des besoins financiers qui sont très lourds, ce qui veut dire que le simple fait de candidater à l'EIC Accelerator, donc d'être arrivé à minima TRL6, fait que vous avez eu une intensité capitalistique très forte. Et en règle générale, vous avez déjà fait des levées de fonds. Donc la majorité des lauréats français à l'EIC Accelerator ont déjà fait les levées de fonds, et parfois des levées de fonds qui étaient loin d'être anonymes avec des montants assez conséquents. On parle, tout au long de nos propos, on va parler du terme projet. Néanmoins, le terme n'est pas forcément bien adapté, parce qu'en fait, ce que vous allez vendre à l'EIC Accelerator, c'est votre entreprise. C'est un énorme paquet cadeau. C'est l'équipe, c'est votre futur produit, votre future solution. Donc, il y a encore une notion, ne serait-ce que par le scale-up de votre technologie, une notion d'incertitude qui est assez importante. Il y a un potentiel pour faire du scale-up, donc ça veut dire que normalement, quand ça va décoller très fort. Et c'est un accompagnement à l'accélération du déploiement. Donc, ce n'est pas votre projet X ou Y parmi une galaxie de projets. C'est votre entreprise et il faut le comprendre comme ça au sein de l'EIC Accelerator. Je crois que je te laisse la parole à ce moment-là, Gorka. Oui, on peut faire comme ça. Donc, l'EIC, au global, il y a cette logique de double approche non thématisée, les appels dits open. Donc, quel que soit votre domaine, vous pouvez candidater à l'EIC Accelerator et des challenges qui sont renouvelés chaque année. Les challenges ont chacun, on va dire, un budget attribué. Il n'y a pas forcément de… Enfin, certains disent qu'il va y avoir des plus intérêts de candidater sur les challenges. Non, on vous conseille de ne pas rentrer de force dans les challenges ou vous tombez naturellement dedans, et auquel cas, candidater dans les challenges. Sinon, privilégier la candidature open. On ne va pas rentrer dans un énorme niveau de détail sur les challenges parce que on n'est pas des experts thématiques. Donc, pour expliquer un petit peu les attendus, on ne va pas être les mieux placés. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à regarder le webinaire qu'a fait l'EIC la semaine dernière sur les challenges. Donc, ils ont fait intervenir les programmes managers responsables de chacun des challenges de l'EIC Accelerator, où ils ont pu expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils entendaient par là, quels étaient les attendus spécifiques, etc. Et si jamais, il y avait une session de questions-réponses après chacune des présentations des challenges. Si jamais vous n'avez pas forcément les informations qui vous satisfont, vous revenez vers nous et on pourra essayer d'organiser une demande auprès du programme manager et on regroupera les demandes de manière à tout adresser d'un coup. Donc, slide suivante. Donc, le processus de candidature à l'EIC Accelerator. L'EIC Accelerator, c'est un process en 3 étapes. Donc, on dit étape 1, short proposal, étape 2, full proposal, étape 3, interview. C'est un petit peu l'étape 2 qui va tout séquencer en termes de temporalité, mais on va y revenir dessus sur une slide où il y aura un petit peu, on va dire, une forme de calendrier sur comment se positionner si on veut candidater et à quel moment. Donc, étape 1, voilà, c'est un dossier relativement léger.
12 pages, 10 slides, une vidéo de 3 minutes. Ce dossier, on va dire, il y a une boîte aux lettres de la Commission européenne sur le Founding and Tenders. Vous déposez votre dossier et il y a une relève tous les premiers mardis du mois. Avant, la relève intervenait à 10 heures. C'était une heure un peu aberrante puisque tous les autres appels européens sont à 17 heures. Cette fois-ci, ils ont décidé de s'aligner sur ce qui était fait jusqu'alors, donc relève à 17 heures. Le dossier a un peu évolué. Donc, il a été raccourci, on y reviendra, enfin raccourci, moins de questions à traiter. Mais donc, si vous avez candidaté par le passé, que vous n'aviez pas été sélectionné et que vous devez recandidater, il faudra adapter votre dossier de candidature à ce nouveau template. Si vous passez avec succès cette étape 1 short proposal, vous pouvez bénéficier de 24 heures de coaching par l'EIC. Enfin, par l'EIC, par des coachs qui ont été sélectionnés par l'EIC. Ces coachs, ils n'ont pas vocation à faire un travail de consultant, à vous aider à monter le dossier en tant que tel. Ce sont des personnes qui ont vraiment des expertises thématiques, sectorielles, essais cliniques, industrialisation, des choses comme ça, et que vous mobiliseriez pour venir vous apporter cette compétence. Donc, vous faites une sélection, vous envoyez des demandes, il y a par exemple jusqu'à 5 ou 6 personnes que vous pouvez demander. Au final, vous en sélectionnez un et c'est l'EIC qui prendra en charge des coûts d'accompagnement. Attention, voilà, vraiment vigilance sur le fait qu'ils ne sont pas forcément connaisseurs des process de candidature à l'EIC Accélérateur. On a déjà eu des coachs qui ont dit des erreurs à des candidats qui ont amené à des problèmes. Donc, on vous invite à venir plutôt vers nous s'il y a des choses comme ça. Il y a des questions vraiment spécifiques à l'EIC Accélérateur et même si vous avez un coach. Ensuite, l'étape 2 de candidature. Donc, pour ceux qui ont suivi l'EIC Accélérateur l'an dernier, il n'y avait que 2 relèves, au mois de mars et au mois d'octobre. Cette année, pour 2026, l'EIC prévoit 6 relèves. Donc, on va le voir et c'est pour ça que c'est présenté comme ça. En fait, elles vont être batchées par 2. Celles de janvier et de mars seront cumulées pour la séquence d'euros qui suivra. Et voilà, on rentre dans des process un peu qu'on va détailler ensuite. Et gardez en tête, voilà, 6 possibilités de candidater à l'EIC Accélérateur en étape 2 en 2026. Le dossier a été sérieusement modifié. Donc, avant, c'était un dossier de 50 pages. On est passé à un dossier de 20 pages. Donc là encore, pour les gens qui avaient déjà candidaté, si vous voulez recandidater, il faudra faire cet exercice de simplification. Alors, dans les faits, on pourrait dire que ça passe à un dossier de 30 pages, dans le sens où il y a le dossier en tant que tel qui fait 20 pages, et l'EIC a fait une annexe qui s'appelle le Implementation Plan de 10 pages. Donc, en fait, c'était quelque chose qui était déjà demandé dans le dossier. Donc, vous vous retrouvez avec juste ce bout-là qui est séparé où vous pourrez expliquer les choses sur 10 pages. Le process d'évaluation a changé. Là encore, on va rentrer dans le détail après, mais vous allez avoir un expert technique qui intervient, qui regarde votre dossier et qui transmet un rapport auprès des évaluateurs qui, eux, seront tous ensemble cette fois-ci, ce n'est pas chacun dans son coin, qui vont regarder votre dossier, enfin, ils auront déjà regardé votre dossier et regarderont le rapport de l'expert technique et une discussion s'engagera pour décider oui, non, quelle note on met au dossier. Et d'ailleurs, voilà, on passe sur un système de notes et non plus de go, no go comme par le passé. Et enfin, étape 3, donc si vous avez passé les 2 étapes précédentes avec succès, vous êtes convoqué par l'EIC à présenter votre projet en 10 minutes et 35 minutes de questions-réponses. Le tout se passe à Bruxelles. Vigilance, votre dossier de candidature, vous ne pouvez pas changer votre présentation en fait. Donc ça, c'est un exercice un peu particulier. Il faut trouver un bon équilibre dans la présentation qui est autoportante à l'écrit, mais qui peut servir pour vous à pitcher. Et en face de vous, donc vous aurez 5 personnes auxquelles vous allez présenter votre projet, qui vous poseront des questions. Les évaluateurs de cette étape-là sont publiés sur le site de la commission, donc vous pouvez retrouver les personnes qui peuvent vous interroger sur cette étape-là. Slide suivante. Donc, étape 1, voilà, un petit bilan des changements sur chaque étape. Donc, relève à 17 heures et non plus à 10 heures. La partie A qui a été remaniée, la partie B qui est simplifiée. L'EIC insiste sur le fait qu'ils veulent que vous renforciez le côté concret de votre projet. Donc, pas forcément facile dans un document
on va dire purement écrit, où vous n'avez pas la possibilité d'apporter des annexes, mais c'est des choses par exemple à mettre dans les vidéos, essayer de mettre en fond votre usine ou vos installations, essayer de montrer des protos, des choses comme ça à l'image. C'était déjà des conseils qu'on donnait par le passé, mais là en fait le IC l'a clairement indiqué, ils renforcent leurs attendus dessus. Bon, la grille d'évaluation, elle est un peu modifiée. Les grilles d'évaluation de l'EIC sont publiques, hein, sont dans le programme de travail. Et il y a, pour ceux qui ont déjà pu candidater par le passé, qui voudraient recandidater, mais qui n'avaient pas forcément fait des choses en 2024, il y a un système les ESR ont été un peu modifiés. Il y a, on va dire, c'est standardisé, tout le temps la même phrase pour commencer, où la personne met ensuite selon 3 statuts et vient ensuite compléter par ses commentaires. Slide suivante. Donc, petit rappel aussi, pour accéder en étape 2, il existe deux passerelles, hein, le plugin et le fast track. Le plugin, c'est le système à l'échelon national, le fast track, c'est à l'échelon européen. On peut donc, sous réserve d'être lauréat de certains dispositifs et sur sélection de BPI France, donc ce n'est pas automatique, être envoyé directement en étape 2. Et ça, j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas automatique parce qu'on a un certain nombre de candidats qui pensent que ils cochent l'une de ces 4 cases, French Tech Seed, Aide au développement Deep Tech, iLab ou iNov, donc ils pourraient accéder directement en étape 2. Ce n'est pas le cas. On a pour illustrer, en iLab, il y a 62 lauréats en 2025. On a 20 places sur chacun des guichets de financement. Donc, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, peut-être que BPI, vous n'allez pas faire partie des gens qui sont sélectionnés ou validés par BPI France. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pertinent. Ils vont juste sélectionner ceux qui leur semblent les plus à même d'y aller. Donc, voilà, ce n'est pas parce que vous ne recevez pas une invitation que derrière, il y avait un avis négatif qui était émis qu'il faut oublier l'idée de candidater. Il y a un fast track au niveau européen. Ce n'est pas forcément très transparent pour nous parce que c'est des choses qui sont faites ou en interne à l'EIC ou du côté des EIT ou désormais Eureka Eurostars. Mais voilà, sachez que ça existe comme autre passerelle qui vous permet d'accéder directement sur l'étape 2. Il n'y a pas de changement majeur sur le plugin et le fast track puisque c'est des choses qui sont on va dire un peu en quelque sorte hors du programme de travail. Gardez en tête que ça a des avantages puisque vous n'allez pas avoir à consacrer de temps véritablement à monter le dossier et vous risquez pas de prendre un no-go qui vous consommerait une des candidatures permises. Toutefois, vu que vous ne passez pas par l'étape 1, vous ne serez pas évalué. Donc, vous n'aurez pas de rapport d'évaluation, vous n'aurez pas de critique potentiellement constructive. Certains voudraient avoir les deux. Ils me disent, ah mais on n'a pas de, on a un plugin, mais on n'a pas de rapport d'évaluation. Non, BPI tamponne votre dossier ou non, mais ça s'arrête là. Donc, soyez vigilants. Et sur le côté, le montage du dossier, en fait, vu qu'une grande partie du dossier de l'étape 1 est repris à l'intérieur de l'étape 2, bon, le temps que vous économisez, dans les faits, vous ne l'économisez pas vraiment puisqu'il faudra quand même le consacrer sur le montage de l'étape 2. Slide suivante. Donc, les changements à noter sur la partie étape 2, donc je disais 6 relèves. Le budget va être réparti sur les 6 relèves, donc il ne faut pas se dire il faut absolument que j'aille sur la première relève de manière à pouvoir bénéficier du budget. Ce n'est pas un premier arrivé, premier servi à la différence d'autres programmes. Part A de nouveau remanié, part B raccourci comme je disais. Il simplifie les annexes qui sont exigées pour compléter le dossier. Plus de data management plan, plus de liste de CV et plus d'annexes de 10 pages, ni de contrôle de déclaration, de déclaration de propriété de contrôle, sauf pour les candidatures qui seraient sur le challenge qui est sur les critical raw materials. Et comme je disais, l'implementation plan ajouté. Et là encore, grille d'évaluation modifiée, vous pouvez la retrouver dans le programme de travail. Slide suivante. L'évaluation, pour rentrer plus dans le détail sur qu'est-ce qui se passe. Donc, la grille, elle est modifiée. On passe d'un système go, no go à une note sur 15. Donc, les 3 grands critères classiques dans les programmes européens qui sont notés sur 5, le tout est cumulé. Il y a un seuil de 4 sur 5 sur chacun des critères individuels et sur l'ensemble du dossier, il faut une note 13 sur 15 pour ne serait-ce être considéré comme éligible. Sur la procédure d'évaluation en elle-même, l'étape 1,
dans le process de l'étape 2, en première instance, c'est un évaluateur technique qui regarde votre dossier. Il va échanger avec vous pendant 1 heure. Donc, vous avez cette nouvelle possibilité, enfin, c'est plus une possibilité, ça va être une obligation dans le process. Vous allez avoir un rendez-vous avec une personne mandatée par la commission qui va échanger avec vous sur le projet. Donc, vous avez la possibilité d'expliciter des choses, de clarifier des incompréhensions qui pourrait y avoir. Il y aura un modérateur de l'EIC qui sera présent également. Donc, il y a aussi la possibilité de montrer des démos, des prototypes, des choses comme ça. Donc, vous avez une vraie possibilité d'interagir et de défendre en quelque sorte votre dossier dans ce process d'évaluation. Ensuite, cet évaluateur va remettre un rapport cet expert va remettre un rapport aux 3 évaluateurs. Les évaluateurs aussi auront vu votre dossier et eux vont être réunis et ils vont décider, OK, le projet mérite telle note. Ils vont vous donner un système de notes. Et derrière, on prend les meilleurs dossiers, enfin en fait ceux qui ont les notes les plus élevées, et jusqu'à que le bloc représente 2,5 fois le budget qui est disponible pour la séquence d'euros. Et sur cette base, voilà, vous avez donc il n'y a pas un nombre fixe, il n'y a pas une note minimale atteinte. C'est vraiment un côté les meilleurs de manière à ce qu'ils représentent 2,5 fois le budget disponible. Pour l'expert technique, il peut y avoir des inquiétudes sur le côté. On a une seule personne qui va être en charge de l'évaluation. Quid des conflits d'intérêts ou quoi. Bon, normalement, les personnes sont censées déclarer eux-mêmes tout conflit d'intérêts. Après, il peut toutefois y avoir des problèmes qui peuvent se poser, mais vous allez avoir la liste qui sera publique et vous pouvez demander à l'EIC, ils vous contacteront normalement, vu qu'on est au début, enfin, ça n'a pas encore été implémenté, on ne sait pas exactement comment ils vont procéder, mais normalement, ils vous contacteront. Il y a la liste qui est publique d'évaluateurs, enfin, d'experts techniques. Vous pourrez dire, ces 3-là, jusqu'à ces 3-là, on ne veut pas en entendre parler en quelque sorte parce qu'on estime qu'ils travaillent sur des sujets trop proches ou dans des sociétés concurrentes ou dans des labos concurrents. Donc, qu'ils sortent. Donc voilà, il y a cette possibilité d'exclusion. Slide suivante. Voilà, donc ça, juste le petit visuel récap du passage du système de 2025 à 2026. Slide suivante. Donc pour la partie sur les oraux, comme je vous disais, les séquences sont, enfin les relèves sont batchées. Donc les gens qui vont candidater en janvier vont avoir le process d'évaluation qui va s'engager, ils auront un retour, mais ils ne passeront pas dans l'immédiat aux oraux. Les candidats de mars vont également avoir le process d'évaluation qui commencera dès qu'ils auront déposé leur dossier. Et en fait, à partir de là, quand il sera sélectionné les gens du mois de mars, les gens sélectionnés du mois de janvier donc, seront ajoutés à eux et la séquence d'euros pourra avoir lieu. Donc, on va se retrouver avec les gens en fait, qui vont candidater sur les relèves de janvier, de mai et de septembre, donc les premières relèves de chaque lot. Mais ils auront les résultats un peu en avance comparé aux autres et donc ils auront un peu plus de temps pour se préparer, pour candidater. Après, un point par contre qui va être potentiellement négatif pour eux, c'est qu'il se passe plus de temps entre le moment où ils ont déposé et le moment où ils passent aux oraux. Donc, il y a peut-être plus d'évolution dans la société, le projet. Et on peut se retrouver également, c'est-à-dire qu'il y aura davantage de temps entre le moment où vous comptez mobiliser le IC accélérateur et le moment où vous allez vraiment toucher l'argent. La grille d'évaluation, elle est un peu modifiée puisque c'est la même que l'étape précédente qui, elle, a été modifiée. Et voilà, le système qui met de faire un multiple du budget disponible, un nombre de candidats qui représente un multiple du budget disponible aux oraux, c'est pour maintenir un taux de succès. Donc, normalement, là, le taux de succès qui était tombé assez bas aux oraux, il devrait remonter aux alentours d'une 40aine de %. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle en quelque sorte. Les sociétés qui arrivent aux oraux, elles auront plus de chances in fine d'être bel et bien lauréates. Slide suivante. Donc ça, c'est un petit calendrier pour les personnes qui candidateraient, qui voudraient se positionner sur une relève spécifique. Donc voilà, vous avez les séquences d'oraux, les dates auxquelles sont attendus de se passer les entretiens avec les experts techniques. La relève de l'étape 2, c'est vraiment là où tout va se jouer. Donc si vous voulez vous dire, en fait, je veux candidater en janvier, c'est déjà trop tard si vous ne l'avez pas déjà fait ou si vous n'avez pas la possibilité de bénéficier d'un plugin.
Si vous voulez candidater sur la relève de mars, au plus tard, ce sera le 6 janvier 17h qu'il faudra que vous déposiez. Donc voilà, ça peut vous permettre de mieux caler votre process de dépôt sur la base de cette slide. Slide suivante. Donc là, c'est juste un petit rappel sur le process global, en fait, sur les temporalités entre les temps sur les différentes étapes, et en particulier le temps avant de toucher son financement. C'est pas quelque chose de, ça n'arrive pas nécessairement très vite. Les candidats qui auront déposé au mois de mars, il faut se dire qu'ils auront leur financement qui tombera certainement au mois d'octobre-novembre. Donc, voilà, c'est des choses à planifier. L'EIC ne finance pas, à la différence de BPI France, c'est pas du financement où à partir du moment où vous avez, l'éligibilité des dépenses ne commence pas au moment du dépôt de votre dossier. Ça commence au moment où vous contractualisez le fait d'être lauréat avec l'EIC, de toucher l'argent. Donc, ça a vraiment un impact assez important qu'il faut considérer. Et sur la partie levée de fonds, on ne peut pas vous donner de temporalité spécifique parce que c'est des cas uniques et dans les faits, c'est rarement l'EIC en fait qui est limitant en termes de temporalité, c'est plus votre capacité à vous trouver le lead investor, les investisseurs qui viennent compléter le tour, etc. Donc, slide suivante. Petit récap sur les résultats. Donc, la France compte 109 lauréats. On a longtemps été premier. On vient de passer en deuxième position. Les Allemands nous sont passés devant. Petit commentaire sur ça, c'est on a l'impression d'assister à une forme de découplage entre les attendus de l'EIC, enfin les secteurs attendus par l'EIC et nos candidats. On en voit par exemple beaucoup de sociétés en santé alors que l'EIC réduit la voilure en santé. Et il y a par exemple des choses autour de le photonique, le quantique. On a l'impression que l'écosystème français a été fortement au début sur l'EIC Accélérateur et a obtenu ses financements. Et maintenant, on a moins de candidats qui sont au niveau de maturité attendu pour l'EIC Accélérateur et qui candidatent. Taux de succès sur l'étape 1, c'est nettement en baisse comparé aux années précédentes, enfin en tout cas pré-2024. En partie dû au plugin qui fait qu'il y a certains beaux candidats qui passent par la voie plugin, et on voit des gens qui font, l'EIC a durci sa sélection et donc aussi ça fait que les attendus sont plus importants sur les dossiers, et on voit quand même des dossiers qui sont pas forcément très bien gérés. On fait des webinaires où on vous rappelle des bonnes pratiques. On vous conseille fortement de les regarder parce qu'on voit encore des choses passer qui seraient évitables comme échec, et vu que le nombre de candidatures est désormais limité, un échec, c'est quand même une chance sur 3 qui s'évapore. Taux de succès, donc côté français, à 10% sur la full orale. Donc, on est quand même sur des choses supérieures à la moyenne européenne. Et les financements, c'est très important. Des candidats qui viennent nous voir avec je pense, demander 2 millions à l'EIC, quand vous voyez que la moyenne française, elle est à 8,2 millions d'euros en financement moyen globaux, subvention plus investissement. On est quand même sur des besoins financiers qui sont extrêmement conséquents. Il faut se dire que pour une demande pareille, ça veut dire qu'à minima, il y a 6 millions d'investissements, pour faire simple, privés qui vont venir compléter. Donc, on est sur des candidats qui ont des besoins financiers qui sont aux alentours du 14 millions d'euros. On en a qui sont à un peu moins, on en a qui sont un peu plus, et ça vous donne une idée du type de projet, du type de demande de financement qui peuvent être adressés à l'EIC Accélérateur. Slide suivante. Donc voilà, un petit profil type du lauréat. Jérôme évoquait les faisceaux d'indices sur le côté lien avec la recherche académique. On voit aussi que c'est des sociétés qui ne sont pas toutes jeunes, mais pas non plus trop vieilles, parce qu'au bout d'un moment, on peut se dire vous êtes sur une trajectoire de PME un peu standard. Beaucoup de sociétés ont déjà mobilisé des guichets de financement nationaux type AILA, Bainov, et beaucoup ont fait des levées de fonds, donc plus de 75%. Ça vous montre que l'EIC Accélérateur, c'est vraiment pas le premier truc de se dire j'ai pas encore cherché à avoir des aides BPI, j'ai pas encore cherché à faire une levée de fonds, je vais venir voir l'EIC Accélérateur. Non, commencez déjà par mobiliser ces guichets-là avant de vous frotter à l'EIC Accélérateur. Slide suivante. Donc, petit passage aussi sur l'EIC Step Scale Up, on ne l'avait pas forcément
mis au programme publiquement qu'on avait communiqué, mais c'est quand même, il y a des petits changements à noter. Donc, on va en parler. Slide suivante. Donc, le IC Step Scale Up, comme disait Jérôme, c'est pour des sociétés qui visent à faire des levées de fonds de 50 à 150 millions d'euros. C'est la fenêtre visée. On voit des lauréats qui font des levées de fonds un petit peu moins. Si vous avez vu là, ces derniers jours, 2 des 3 lauréats français de la première relève ont annoncé leur levée de fonds. Vous avez Zadient, vous avez Infinite Orbit. Ils sont aux alentours de 35-40 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, on a des choses qui peuvent être un petit peu inférieures et les lauréats de l'EIC Step Scale Up sont toujours, comme pour l'EIC Accelerator, et ils peuvent bénéficier des Business Acceleration Services. Slide suivante. Donc, pour être éligible à l'EIC Step Scale Up, il faut pouvoir rentrer dans les thématiques STEP. Qu'est-ce que c'est que STEP? C'est une grande politique européenne, Strategic Technologies for Europe Platform. Il y a 3 grands domaines technologiques qui sont ciblés: Digital Technologies and Deep Tech Innovation, Clean and Resource Efficient Technologies et Biotechnologies. Si vous ne rentrez pas dans ces grandes thématiques, en fait, vous ne pouvez pas candidater à l'EIC Accelerator. Après, il y a quand même un petit… on a fait un petit exercice de lecture du work programme détaillé en échangeant avec certains candidats. Dans le Digital and Deep Tech Technologies, dans ce qui est mis par l'EIC, pas ce qui est mis par la commission sur leur site dédié à STEP, il y a une petite mention de Deep Tech Innovations avec défini comme étant des technologies qui sont développées en faisant un aller-retour constant avec la recherche fondamentale ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut faire un peu une catégorie un peu fourre-tout. Et donc, on pourrait voir des candidats qui rentrent pas forcément de manière évidente dans les autres thématiques listées sur le site de la Commission européenne, venir en fait profiter de cette ouverture qu'il y a dans le programme de travail EIC pour candidater. Il y a eu un lauréat néerlandais, en fait, en particulier en santé, qui était dans ce cas de figure. Slide suivante. Donc voilà, les candidats, on est à peu près sur les mêmes choses que l'EIC Accélérateur, si ce n'est que point de vigilance particulier, c'est sur la sécurité économique. Les attendus autour de l'EIC Step Scale Up, ils sont plus importantes en termes d'importance stratégique pour l'Europe. Donc derrière, forcément, il y a une vigilance plus particulière sur la sécurité économique. TRL, sur le principe, il n'y a aucun attendu. Dans les faits, on s'attend plutôt à avoir quelque chose qui est comparable à l'EIC Accélérateur. Et là, on a vu sur la dernière relève que des candidats, et on leur dit, vous êtes sur des TRL plus bas permettant d'entrer dans l'EIC Accélérateur. Donc, les évaluateurs leur conseillent d'aller sur l'EIC Accélérateur. Parce qu'il y a énormément de candidats sur l'EIC, énormément par rapport au budget disponible de candidats sur l'EIC Step Scale Up. Et donc, ils essaient d'en rediriger certains vers d'autres guichets. Il faut déjà, là c'est un prérequis, avoir déjà fait de la levée de fonds avant de se frotter à ce guichet-là. Et quand vous allez candidater, il vous faudra une lettre d'engagement, de pré-engagement non contraignante de 20%, qui vient d'un unique investisseur. Il y avait un flou autour de ça. L'EIC avait mis dans leur programme de travail 2025 qu'il fallait 20% qui viennent, 20% de pré-engagement, sans préciser que ça devait venir d'un unique investisseur. On avait eu des échos de la BEI qui nous disaient que c'était bon d'avoir plusieurs investisseurs syndiqués. Et on a eu quelques candidats auxquels on avait dit ça, qui ont été à la première relève avec des cas de levée de fonds avec des investisseurs syndiqués. Ça a été rejeté. Donc, vraiment, maintenant, il faut être vigilant, c'est 20% d'un unique investisseur. Et ensuite, sur la levée de fonds globale, parce qu'on a eu aussi des candidats qui ont mis le mauvais périmètre et donc qui se sont fait rejeter. Et vous êtes sur un nombre limité de candidatures désormais sur le IC Step Scale Up. Au bout de 3 rejets, vous ne pouvez plus recandidater. Ce sera mis en œuvre pour le programme de travail 2026. Donc, aucun impact si vous avez candidaté en 2025 et vous avez pris des no-go. Slide suivante. Donc voilà, pour la pertinence ou quoi, on ne revient pas dessus, c'est des choses similaires à l'EIC Accélérateur avec cette dimension stratégique qui est plus importante et des levées de fonds plus conséquentes qui sont attendues. Slide suivante. Donc, 4 relèves, c'est fini le système de relève flottant qui a pu exister l'an dernier, qui a posé pas mal de problèmes, mais il y a quand même une logique de première arrivée, premier service. Ils sont prêts à engager 70% du budget sur les 2 premières relèves. Donc, ça veut dire que pour les candidats des 2 derniers, il restera 30%.
Et même, il faut qu'on clarifie quelque chose. On ne sait pas sur les lauréats, enfin les candidats de cette année, la 4e relève, il semblerait que l'EIC dit en fait, on a déjà consommé tout notre budget, donc les candidats de la 4e relève, même si leurs dossiers ont été relevés, ils vont se retrouver à être non financés de facto. Est-ce que c'est juste, vu que c'est une phase de rodage, c'est la première année de déploiement de l'EIC Step Scale Up et c'est un peu une erreur de déploiement? Peut-être que c'est simplement ça. Est-ce qu'ils vont maintenir cette logique l'an prochain et être capable, et dire en fait peut-être qu'ils auront tout consommé dès la relève du mois de septembre? Voilà, il va falloir qu'on reste à l'affût d'informations autour de ça. Le dossier de candidature, il est légèrement modifié, il reste de 50 pages. Et sur l'étape 1, donc avant c'était une pure contrôle d'admissibilité et d'éligibilité. En gros, est-ce que c'est une PME, est-ce qu'il y avait bien la lettre de 20%, etc. Mais c'était pas, ça allait pas plus loin. Désormais, ils vont vérifier que vous rentrez bien dans les thématiques STEP et ils vont vérifier que vous êtes bien. Il va y avoir une technologie due diligence qui sera faite. Ceux qui ont été déjà lauréats de l'EIC Accélérateur, il n'y aura pas cette étape-là puisqu'elle aura déjà été faite par des gens de l'EIC Fund normalement, mais c'est quelque chose qui va être rajouté dans le contrôle. Et sinon, au niveau des oraux, rien ne change sur ce guichet-là. Slide suivante. Donc voilà le petit bilan des changements. Ah oui, et sur les oraux, voilà, le jury peut préconiser des modifications des montants d'investissement engagés. Donc ça, c'est une nouveauté, ce n'était pas le cas en 2025. Slide suivante. Donc, 5 lauréats français sur l'année pour le moment. 3 à la première relève, Pascal, Infinite Orbits et Zadient. Aldoria et Candela, lauréats tout fraîchement annoncés hier soir par la Commission européenne. On voit du quantique, du semi-conducteur, du spatial. C'est quand même des sujets hautement stratégiques ou quoi. Pour l'instant, la santé a beaucoup de mal. Il y a 2 lauréats au global au niveau européen, mais on a eu pas mal de candidats côté français. Rien n'est passé. Vous voyez aussi qu'il n'est pas obligatoire d'être lauréat EIC Accélérateur avant de candidater. Zadient n'est pas lauréat d'un guichet EIC et pourtant ils ont été lauréats. Et au niveau européen, il y a quelques autres sociétés qui n'ont aucun track record avec l'EIC et qui sont pourtant lauréates. Slide suivante. On rentre là sur la partie donc, de l'équipe. Vous avez rencontré Carole et Jérôme. Donc j'évoquais Gilles et Emilio qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui et Christian qui nous a peut-être rejoint en cours de route. Donc ces 3 dernières personnes sont chez BPI France et consacrent entre 20 et 40% de leur temps à la mission PCN. Et Jérôme et Carole sont eux à 40%. Vous pouvez nous retrouver, vous avez notre adresse de contact ou quoi, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. On ne communique pas forcément beaucoup sur la liste relais parce que c'est plutôt des académiques qui sont inscrits sur cette liste-là et parce que c'est sur le site du ministère et les gens ont été dessus. Nous, on va plutôt communiquer sur LinkedIn. On veut toucher des entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, c'est plutôt sur ce média-là qu'on va les retrouver. Slide suivante. Sur l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc, si vous envisagez de candidater, on peut faire des points avec vous. D'abord, faites un pré-diagnostic de votre côté, mais une fois que vous avez fait cet exercice-là, on peut creuser un petit peu le sujet avec vous, faire un petit peu un pré-planning de comment candidater, rétro-planning. On peut répondre à vos questions, mais voilà, on est 2,6 équivalents temps plein. Vous êtes, cette année, sur une relève d'étape 2, c'est une centaine de candidats. Donc, on ne peut pas forcément être au four au moulin. On va essayer de vous apporter le plus de soutien possible, mais on ne fait pas le travail de consultant. Pour la partie candidature en elle-même, il y a des ateliers de relecture qui sont organisés dans certaines régions par le réseau EEN, auquel on vient se greffer. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes en train de candidater pour voir s'il y a des choses qui se mettent en place pour l'étape 1 comme pour l'étape 2. Et on fait là des oraux blancs, c'est nous qui les organisons et on mobilise les EEN pour y prendre part. Pour le suivi des lauréats, là, avant que vous nous rejoigniez, on discutait d'un cas avec Carole et Jérôme. On essaie d'accompagner les lauréats pour débloquer toute situation qui pourrait se présenter avec l'EIC. Donc là encore, les lauréats, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter s'ils ont des difficultés. Slide suivante. Pour vous aider à monter vos dossiers, donc on évoquait, nous, on ne va pas faire le travail de consultant. Si vous avez besoin de support externe parce que vous n'avez pas les ressources en interne ou pas l'expertise, vous avez des aides qui existent. Donc, au niveau national, vous avez le Diag Europe qui est opéré par BPI France, qui vous permet d'avoir une prise en charge jusqu'à 10 000 €
sur 50% de la facture, donc une facture de 20 000 €, BPI peut monter jusqu'à 10 000 € de prise en charge des coûts d'accompagnement. Et certaines régions déploient des aides financières. C'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur en particulier. Donc, on a tout compilé sur notre site internet. Donc, vous pouvez retrouver le détail de ces guichets nationaux et certains sont cumulables avec BPI France. Slide suivante. Donc voilà, on arrive au bout de la partie présentation. Je vois qu'il y a eu des questions dans le chat, mais je pense que Jérôme a déjà pu répondre à certains. Donc on va prendre ce qui mérite d'être traité à l'oral en direct. Oui, merci beaucoup. Alors oui, il y a eu des premières questions et j'ai répondu à ces premières questions. Néanmoins, ça me paraît assez intéressant de partager aussi bien la question que la réponse sur un plus large public. Alors, il y a des questions qui sont en lien avec plugin. Alors, juste avant qu'on prenne les questions en lien avec plugin, sachez une chose, c'est admettons, vous n'êtes pas plugin, vous n'êtes pas éligible plugin, vous n'êtes pas retenu plugin, ça ne vous empêche pas du tout de candidater. Ce n'est pas un filtre, c'est simplement un soutien, un accélérateur. Mais aujourd'hui, là, c'est du, je ne vais pas dire d'erreur d'un point de vue statistique, mais la majorité, plus de 50% des lauréats ne sont pas des sociétés qui sont issues du plugin. Donc, il faut le rappeler, ça c'est des éléments de contexte. Donc, il y a des questions sur les critères qui sont les critères de BPI France pour choisir des dossiers plugin. Alors, mon premier élément de réponse, c'est de dire qu'il y a une logique principalement de génération des lauréats sur les différents dispositifs. Ça peut être, par exemple, en 2026, ce seront les lauréats ILAB de l'année X ou Y, les lauréats du deuxième dispositif de l'année X ou Y, etc. Donc ça, c'est un premier élément de filtre. Et puis après, c'est lié globalement, une fois qu'ils rentrent dans cette logique de génération, sur une analyse un peu plus fine qui se fait aussi également au sein du réseau, si je ne me trompe pas. Néanmoins, donc ça veut dire que dans un premier temps, ça c'est une autre question, je fais une réponse en deux temps, mais parce qu'il y a plusieurs questions sur le sujet, ce qui veut dire que théoriquement, c'est BPI France qui prend contact avec cette question d'entreprise et de génération. Néanmoins, si BPI France n'a pas pris contact avec vous, vous pouvez néanmoins les solliciter et pouvoir expliquer votre situation, quel est votre track record sur les 4 dispositifs en question et ils étudieront la question. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas plugin que vous ne pouvez pas candidater à l'EIC Accelerator, j'insiste là-dessus. Gorka ou Carole, je vous laisse rebondir le cas échéant. Eh bien non. Il y avait une question sur les listes publiques des lauréats. Alors, c'est Gorka l'a souligné, hein, il y a 2 liens, me semble-t-il, sur une slide. Il y a un lien qui renvoie vers le site du ministère de la Recherche où on a isolé les lauréats français, et puis il y a un lien plus général sur la base de données européenne. Donc là, vous avez l'ensemble des lauréats. Et d'ailleurs, nous, on invite toujours quelqu'un qui s'intéresse à l'EIC Accelerator. Ça permet de prendre un peu le pouls, la typologie d'entreprises qui sont lauréates et voir tout simplement si vous avez certains de vos confrères qui ont candidaté et qui sont lauréats de l'EIC Accelerator. C'est une liste publique des lauréats, hein, ce n'est pas une liste des candidats, c'est uniquement les lauréats, donc ceux qui ont eu un financement. Et d'ailleurs, en règle générale, il y a un abstract du projet qui est également présent. Autre question. L'échange d'1 heure avec l'expert qui fournit un rapport aux 3 autres évaluateurs sera-t-il effectué en visio ou plutôt en présentiel? Sauf erreur de ma part, c'est en visio. Et toujours cette notion d'entretien avec l'expert, est-ce que la société va pitcher également sur la base de son pitch deck? Ou est-ce que c'est un autre support qui est attendu? Non, là c'est un échange libre. Donc, qui veut dire échange libre? Potentiellement, l'expert va peut-être vous demander de présenter, effectivement, de pitcher sur la base des supports que vous avez remis ou sur tout autre type de support. Ça va être finalement au bon vouloir, a priori, de chaque expert. Là aussi, il n'y a pas, c'est quelque chose qui est nouveau, donc ça va être nouveau pour nous, PCN, en tant qu'accompagnateur, ça va être nouveau pour les candidats et ça va être aussi nouveau pour la Commission européenne. Donc, je pense qu'il va falloir quelques mois pour qu'on ait un peu un retour d'expérience, nous, côté PCN, et être capable de vous dire concrètement comment ça se passe, même s'il peut y avoir des choses qui vont varier d'un entretien à un autre, parce que ce sont des hommes et des femmes qui seront différents, voilà, tout simplement. Alors, si je comprends bien, il est trop tard pour candidater pour le 4 janvier. Alors, si vous n'avez pas été
lauréat quelque part de la short application. Et si vous, non, vous ne pourrez pas viser le 4 janvier, ça paraît très compliqué. Néanmoins, pas d'inquiétude, ça a été présenté dans une des slides par Gorka. Vous l'avez vu, il y a une logique de batch, donc de date de relève, mais 2 batchs correspondent à une session d'interview. Donc il y a 6 batchs et 3 sessions d'interview. Donc si vous avez loupé 4 janvier, enfin vous êtes trop court pour candidater pour 4 janvier, pour être capable de déposer votre full application pour 4 janvier, dans ce cas-là, il faut viser la batch, deuxième batch qui vous ouvrira le droit potentiellement, si vous êtes retenu, sur la même session d'interview que ceux du batch 1. Autre question, ça c'était le lien. Oui, donc ça c'est à préciser, mais oui, il y a bien sur la tech due diligence, alors peut-être que le terme due diligence est un peu fort d'ailleurs, mais ah non, pardon, c'est sur la tech due diligence, sur le STEP, est-ce qu'il y aura un entretien comme sur l'accélérateur? C'est pas très clair ce qu'ils veulent faire. A priori, non. Mais je pense pas, mais attendons de voir ce qu'ils vont clairement faire de leur côté. Est-ce que le fait d'être lauréat e-lab et d'avoir commencé le TRL6 non encore validé nous rend éligible à l'EIC Accelerator? Alors, ce qui va vous rendre éligible à l'EIC Accelerator, comme ça a été dit précédemment, c'est la notion de TRL. C'est pas le fait d'être e-lab ou Innov ou que sais-je. Non, c'est le fait de dire je suis à minima à TRL6 au début ou à la fin de ce TRL6 ou peut-être au TRL7. Ça vous ouvre le droit de candidater parce que finalement, c'est le seul critère d'éligibilité où on peut dire non, vous n'êtes pas au bon TRL, vous sortez. Que vous soyez e-lab ou pas, ça revient à des faisceaux d'indices, à des marques de confiance, à un élément, quelque part, un gage, mais ce n'est pas un critère d'éligibilité en tant que tel. Pour preuve, il peut y avoir des pays européens, ils n'ont pas e-lab, donc il n'y a pas forcément de correspondance entre les dispositifs nationaux à l'échelle européenne. Alors, pourriez-vous m'indiquer si des projets présentant une innovation duale et ayant déposé un dossier en octobre 2025 peuvent tout de même être lauréats, sous réserve que la direction Omnibus soit adoptée? Alors, sur la slide, on avait mis, c'est l'officialisation d'un état de fait en quelque sorte, parce que là, on voit énormément de projets qui ont des dimensions duales et qui sont lauréats. Vous regardez un lauréat récent et qui est aussi lauréat UC Step Scale Up, Infinite Orbits. Leurs satellites peuvent se plugger à d'autres satellites pour prolonger leur durée de vie. Mais ça peut aussi avoir des applications défense. Ils ont un contrat avec la Direction Générale de l'Armement. Ils sont lauréats UC Accélérateur. Donc ça, c'est un cas parmi d'autres. On peut citer toutes les sociétés qui sont dans le quantique. Elles sont toutes dans le programme Proxima de la DGA et elles sont aussi lauréates de l'EIC Accélérateur. Vous prenez aussi, il y a qui encore, Greener Wave qui fait des antennes de communication pour la défense, mais qui a aussi un contrat avec l'armée pour les fournir en antennes de compte. Donc, il y a le dual, il y a plein de lauréats qui sont dans le domaine. C'est pour ça qu'il y avait officialisation d'un état de fait. C'est déjà le cas. Tout à fait. Pouvez-vous nous donner la liste des EN où il y a eu des lauréats? Alors, on va faire un peu différemment. Il y a des lauréats français qui ont une implantation géographique. Et donc, pour chaque lauréat, on peut dire il y a des EN, puisque les EN ont vocation à couvrir des zones géographiques en France. Il peut y avoir des consortiums qui groupent différentes régions. Donc, il y a des EN dans chaque région. Voilà, il ne faut pas y voir un lien, c'est parce qu'il y a des EN, il y a des lauréats. Non, ça fonctionne un peu différemment. C'est en fonction du potentiel et des candidatures. Et si candidature il y a lauréat. Voilà. Et donc, la liste des EN, sauf erreur de ma part, je crois qu'on met un lien, non? Ou il y a un lien peut-être sur le site du ministère de la Recherche. Ouais, ou même vous tapez EN France sur Google et vous trouvez le site dédié aux EN et qui vous explique un peu leur mission, parce que les accompagnements sur les financements européens, c'est une de leurs missions. Les ateliers de relecture, on les pousse à faire ça. Tous ne le font pas, mais normalement, ils ont tout un ensemble de missions et vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils sont amenés à faire. Quelle est la règle de répartition du budget par challenge? Par exemple, les 20 millions sur le challenge fusion. Alors, les challenges, ils sont tous dotés d'un budget de 20 millions, sauf le challenge fusion qui est doté de… Enfin, les autres sont de 50 millions et le challenge fusion est doté de 20 millions. Et normalement, il y aura les 30 millions restants qui seront engagés l'an prochain pour financer un autre bloc de lauréats.
Merci. Au vu des montants, quand on n'est pas taillé pour répondre seul, y a-t-il un networking en ligne pour pouvoir rejoindre un groupement? Alors, l'EIC Accelerator, tout comme l'EIC Step Scale Up qu'on a présenté, qui fait l'objet du webinaire, c'est des dispositifs mono-déposants et donc mono-bénéficiaires. Ce n'est pas une logique de projet collaboratif. Donc, il faut une seule candidature, un seul candidat qui porte le projet, une start-up qu'on pourra appeler PME, peu importe. En tout cas, c'est un seul candidat, donc vous ne pouvez pas être dans une logique de consortium, une logique de… Il y a des choses que je ne sais pas faire forcément, je fais appel à la sous-traitance. Il y a des budgets qui sont consacrés à la sous-traitance dans chacune des candidatures, ça c'est loin d'être interdit. Néanmoins, c'est bien nos bénéficiaires. Ce qu'on a présenté en tout premier lieu sur quelque part la big picture de l'EIC, on a indiqué Pathfinder, Transition, EIC Advanced Challenges. Là, c'est un peu différent. Il peut y avoir du collaboratif. Mais sur l'EIC Accelerator et l'EIC Step Scale Up, c'est mono-bénéficiaire, point. Il n'y a pas d'entorse au règlement possible. Oui, les slides seront partagés avec les liens dans les slides. Donc, les liens sont actifs. Voilà, donc pas de souci. Oui, donc vous aurez accès au replay aussi, même chose. Voilà. Pouvez-vous préciser ce qu'englobe la thématique Clean and Resource Efficient Technologies dans le l'EIC Step Scale Up? Alors, je vous invite à aller sur, quand vous recevrez la présentation, il y a un petit lien vers une liste non exhaustive de la Commission européenne où ils ont mis, donc c'est une liste non exhaustive, mais qui est quand même, il y a quand même pas mal de domaines qui sont pointés, et donc vous pouvez lire un petit peu ce qu'ils ont imaginé comme pouvant rentrer. Et il y a une autre page avec des lauréats ou des lauréats. Des porteurs de projets labellisés STEP, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont non lauréates, enfin des porteurs de projets non lauréats du financement, mais qui ont reçu le label. Et vous pouvez retrouver pour faire une idée de ce qu'il y a pu avoir comme chose. C'est le plus simple parce que c'est une liste à l'après-vert, sinon, dans ce domaine. Oui, alors tel que c'est conçu, dans le périmètre, Gorkal l'a dit, j'insiste là-dessus, c'est indiqué non exhaustif, hein, donc ça laisse la liberté sur pas mal de sujets, il y a quand même de la latitude par rapport à ça. Pour quelle raison il n'y a pas eu de lauréat sur le volet santé? Des constats ont-ils faits pour mieux comprendre? Alors, ça dépend si on parle de l'EIC Accelerator ou l'EIC Step Scale Up. Hein. Je te laisse peut-être rebondir, mais ce n'est pas la même lecture entre l'EIC Accelerator et l'EIC Step Scale Up. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. Côté EIC Accelerator, c'est presque 50% du budget qui a été donné à des projets dans la santé, donc la santé est omniprésente. Dans l'EIC Step Scale Up, la priorité cette année était marquée, c'était semi-conducteurs quantiques. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup de lauréats dans ce domaine-là. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de lauréats côté français. Il y a eu mais on n'est qu'une partie des lauréats sur l'EIC Step Scale Up. Il y a une vingtaine de lauréats au niveau européen, et dans cette vingtaine de lauréats, il y a 2 sociétés dans la santé. Donc, c'est possible, mais on voit que ce n'est pas le domaine de prédilection des candidatures, en partie parce que voilà, la priorité était mise ailleurs, peut-être aussi parce que l'EIC essaie de rééquilibrer en partie son portefeuille et réduit la voilure sur la santé. Mais bon, il y a des lauréats, il y en a 2. Je pense aussi, Gorka, si tu permets, je dis juste un mot sur le domaine de la santé. Je pense aussi, en tout cas pour le STEP, d'avoir des lettres avec un investisseur unique de 20% de la levée de fonds. C'est peut-être moins facile que dans d'autres secteurs. C'est une supposition, je n'ai pas d'études précises, mais voilà, tous ces critères cumulés avec les 2 qu'a mentionné Gorka, peut-être aussi que ça fait que c'est plus difficile pour le secteur de la santé que pour d'autres. Merci. Beaucoup de candidats ont déjà levé, dites-vous. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais actuellement, il est très difficile de lever des fonds, surtout hardware industriel. Faut-il attendre d'avoir un investisseur pour candidater à l'EIC Accelerator, selon vous? C'est toujours la question de la poule et l'œuf. C'est pas évident d'y répondre. Ce qui est certain, et on l'a dit qu'une fois, peut-être le redire, c'est l'occasion, l'EIC Accelerator dans sa forme actuelle ne répond pas à la défaillance de marché aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un lead investor tout court, que ce soit du hardware industriel ou d'autres activités. Donc, oui, idéalement, la meilleure situation, et là vous êtes quelque part en position de force, c'est de dire j'ai déjà un lead investor, etc. Dans la vraie vie, il y a plein quand même de candidats et lauréats, ils n'ont pas le lead investor au moment où ils candidatent,
Et il y a l'idée aussi, ils sont en contact avec des investisseurs, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont une term sheet ou quoi que ce soit. Il y a aussi l'idée que le fait d'être lauréat EIC Accelerator génère un effet de levier pour être plus visible et être plus reconnu auprès d'investisseurs qui accepteront de prendre le lead, même si ça ne garantit absolument pas le fait que vous allez trouver un lead investor. Ça, on insiste là-dessus. C'est aidant, mais ce n'est pas non plus miraculeux. Vous pouvez très bien être lauréat in fine de tout le process qu'on a pu présenter, donc lauréat EIC Accelerator. Si vous n'arrivez pas à trouver de lead investor, le fonds IIC ne suivra pas, voilà, ni plus ni moins, il ne participera pas au tour de table parce que le tour de table, il n'aura probablement pas lieu. Voilà, donc ça, c'est une réalité, il n'y a pas de fausses promesses. En tout cas, on considère, et les entreprises et les lauréats considèrent que ça génère de l'effet de levier. Parfois, ce n'est pas suffisant. Voilà, ça, c'est la réalité des choses. Si une PME a suffisamment de fonds propres ou bien une levée de fonds passée, la levée de fonds récente ou prochaine est-elle toujours obligatoire? Alors, on réinsiste là-dessus. Vous avez 3 régimes de financement possibles dans le EIC Accelerator. EIC Step Scale Up, c'est que l'equity, donc la question ne se pose pas, c'est bien dans le cadre d'un tour de table. Le EIC Accelerator, c'est un peu différent, il y a 3 régimes d'intervention de la commission. Je demande que la subvention, je demande du blended, ce mix entre subvention et equity, et je demande que de l'equity. On peut très bien candidater en grand only, donc je demande que de la subvention. Il y a moins de lauréats grand only, ça c'est clair, parce qu'il y a déjà en départage, il y a moins de candidatures, parce que le EIC Accelerator est conçu autour de cette notion de blended. Donc rien ne vous empêche de candidater en grand only. Par contre, il ne faut pas se dire, parce que je candidate en grand only, je me permets de faire un dossier un peu moins bien ficelé, etc. J'ai envie de dire, au contraire, il faut être capable, si vous êtes en grand only, de justifier pourquoi vous n'aurez pas besoin d'investisseurs. Hein. Et là, ce n'est pas si simple que ça. Sur un projet, vous êtes censé faire du scale-up. Voilà, donc méfiance par rapport à ça. Ouais, j'insiste là-dessus. Ça veut vraiment dire, pour juste amplifier ce que vient de dire Jérôme, il faut vraiment que vous sachiez comment vous allez financer votre TRL9, votre mise sur le marché et votre market take-up. Si vous ne savez pas expliquer dans votre dossier comment vous allez financer cela, vous n'avez absolument aucune chance d'être sélectionné en Great Angel. Et peut-être parce que je suis pas sûr, enfin, pour la question, je ne suis pas sûr que la personne ne pose pas la question de se dire je vais vouloir mobiliser la partie levée de fonds de l'EIC, mais prendre appui sur mes fonds propres pour égaliser l'apport de l'EIC ou une levée de fonds précédente. Et non sur les fonds propres, absolument pas. Levée de fonds précédente sur l'EIC accélérateur, impossible. Il va falloir, pour qu'il décaisse, que vous trouviez à minima le même montant qui vient d'autres investisseurs en face avec un lead. Par contre, sur l'EIC Step Scale Up, il y a une petite note de bas de page qui a été ajoutée qui indique que l'EIC Fund peut rejoindre un fonds, une levée. Alors je reprends la ligne telle qu'elle est formulée. The EIC Fund may join the round when relevant, ongoing, upcoming or past. Donc, vous pouvez vous retrouver avec potentiellement une levée de fonds déjà faite sur lequel il viendrait amender au total. Mais ça a été ajouté. Je suis curieux de voir comment ça va être concrètement mis en œuvre au vu des candidatures qu'il y a eu et des rejets qu'il y a pu avoir sur certains cas de figure. Eh bien, je crois qu'on a purgé l'ensemble des questions. Vous l'avez compris, vous avez toute une équipe qui est à votre disposition, qui peut avoir un temps limité, mais en général, on tâche d'être réactif. Donc, vous avez une adresse générique qui envoie vers l'ensemble de l'équipe. Et en règle générale, c'est Gorka qui répond. Parfois, il faut laisser un peu de temps, mais on est là à votre disposition. Donc, pour rappel, vous allez recevoir un email qui peut se glisser dans un courrier indésirable, donc méfiance, avec le lien vers le replay ainsi que le lien vers le support de présentation, et toute l'équipe reste à votre disposition. Et bien entendu, n'hésitez pas à échanger avec nous parce qu'on ne filtre pas. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien échanger avec nous et puis on arrive à la conclusion de les voyants ne sont pas totalement ouverts pour candidater, mais c'est vous qui décidez. Hein. Les conseillers conseillent, les dirigeants dirigent. Donc, notre rôle est là. Et puis, on est là aussi, bien entendu, pour vous accompagner sur les différentes étapes. Et on n'a pas précisé, c'est souvent un travail d'équipe. Hein, le EIC Accelerator, c'est vous. Et comme Step Scale Up, c'est l'équipe des PCN, c'est les EN, c'est aussi la sphère privée avec les cabinets qui peuvent être amenés à vous accompagner. Donc, il y a tout un réseau à bâtir lorsqu'on réfléchit à candidater à l'EIC Accelerator, à l'EIC Step Scale Up. Je laisse le mot de la fin à mes camarades de jeu. Carole, Gorka.
Merci tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. On se retrouve bientôt, je l'espère, en posture. Vous êtes candidat pour rejoindre la cohorte des lauréats français à ces guichets-là. Et peut-être, Carole, vous allez la retrouver sur un webinaire, donc je laisse la parole prochainement. Ce sera elle qui sera en tête de pont pour l'écosystème normand. Et je la laisse conclure sur le webinaire. Oui, c'est vrai. Oui, écoutez, oui, merci à tous, comme mes collègues à votre disposition. Et puis oui, vous l'avez compris, on tourne un peu pour animer l'ensemble de ces webinaires. Donc j'aurai l'honneur de le faire pour la communauté des Normands. Et puis je vais également être sur d'autres webinaires sur les incubateurs, notamment Agoranov. Voilà, donc il y a plusieurs webinaires qui vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et à votre disposition, bien sûr, pour répondre aux questions. Et dernière annonce qui ne concerne pas le IC Accelerator ni le IC Step Scale Up, sachez qu'on organise un webinaire avec le PCN Santé le 4 décembre. Il y a 1,5 milliard d'euros, je crois, sur les prochaines années sur les projets santé. Donc là, on parle bien du pilier 2, on ne parle pas du pilier 3. Donc, pilier 2, c'est la partie projet collaboratif. Donc, si c'est un élément qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Je crois que c'est sur la rubrique webinaire du site de France Innovation. Voilà. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.